Bienvenue à cette nouvelle énigme du vendredi qui sera également la dernière. Alors, il y aura peut-être d'autres énigmes prochainement, avec une autre source, un autre livre, en tout cas c'est possible, mais en tout cas, à présent, c'est terminé. Mais il y aura d'autres lectures bien sûr, des histoires encore, toujours. Alors, cette dernière enquête va vous mettre, et le capitaine Boxani, bien sûr, face à un trafic de drogue, et vous allez faire la connaissance d'une charmante Hollandaise. Bonne écoute, déjà bonne analyse, et on se retrouve juste après. Énigme 15. Le trafic de drogue démasqué. Les prémices. Commissariat de police, Metz, mercredi 13 novembre 2011. La journée s'annonce longue et ennuyeuse pour le capitaine Boxani. Aucun interrogatoire à mener, suspect à appréhender ou dossier à boucler. Le capitaine est plongé dans la paperasse qui menace depuis plusieurs semaines déjà de submerger son bureau. Rapports en retard, dossiers à classer, demandes de congés se sont entassés sans qu'il s'en rende compte et, à présent, il est bien obligé de s'y coller. Il a dépêché le lieutenant Meyer pour l'aider, ce que ce dernier a été forcé d'accepter avec un manque d'enthousiasme non dissimulé. Boxani est donc assis à son bureau en train de signer des documents urgents datant de 3 semaines, lorsque le téléphone se met à sonner. Il sursaute avant de se ressaisir et d'attraper le combiné. « Boxani, j'écoute ?»« Capitaine Mercier, de la brigade des stupéfiants de Paris. »« Que puis-je pour vous, capitaine ? Je sollicite votre aide pour épingler une jeune Hollandaise. »« Et vous avez besoin de moi pour ça ?» se moque gentiment Boxani. « Il ne s'agit pas d'une simple touriste. C'est une mule qui transporte pas mal de cocaïne. Elle fait partie d'un réseau européen de grande envergure sur lequel nous essayons de mettre la main depuis plusieurs mois sans succès. Ils sont malins et bien organisés. Bon. Et elle est où, cette jeune fille ? J'y viens, capitaine. Hier, l'un de nos informateurs nous a indiqué que la Hollandaise, comme nous la surnommons, s'apprêtait à quitter Amsterdam. Elle devait transiter par la gare du Nord, puis la gare de l'Est, avant de prendre le TGV pour Strasbourg. J'ai mis toute mon équipe sur le coup. Malheureusement, soit les informations dont nous disposions étaient en partie erronées, soit elle a changé ses plans en découvrant qu'elle était surveillée. Toujours est-il que la Hollandaise n'a pas pris le TGV pour Strasbourg, mais pour Metz. Mes hommes n'ont pas réussi à l'intercepter avant sa montée dans le train et elle leur a filé entre les doigts. C'est pourquoi je vous demande d'aller l'appréhender à sa descente du TGV, prévue à 17h32 aujourd'hui même. À moins que vous ne soyez déjà en ce moment même, vous aussi, sur un gros coup. Boxani regarde sa montre, 16h44. Il avise l'énorme pile de papier qui s'élève encore sur son bureau et se met à sourire. Il n'est pas mécontent d'avoir une bonne excuse pour se soustraire aux formalités administratives et demande au capitaine Mercier de lui dresser le portrait de la jeune fille attendue, après lui avoir assuré qu'il serait ravi de coopérer avec lui. « Je vais même faire mieux que ça, » répond Mercier. « Je vais vous envoyer sa photo par email. » Sur la photo envoyée par Mercier, Boxani découvre une jeune fille blonde d'une vingtaine d'années, à la peau très claire parsemée de taches de rousseur. 2 grands yeux d'un bleu profond se détachent sur un visage émacié trop petit pour eux. La Hollandaise porte 2 longues nattes couleur paille qui encadrent un visage où toute trace d'adolescence n'a pas encore disparu. « On lui donnerait le bon Dieu sans confession », remarque Boxani en montrant la photo à Meyer. « C'est vrai, capitaine. Comme quoi, l'habit ne fait pas le moine. » Le capitaine Boxani part pour la gare de Metz en compagnie d'une dizaine de policiers qui se postent aux entrées de la gare et à chaque extrémité du quai où le train en provenance de Paris est attendu. Sur le quai A, Boxani attend lui aussi la Hollandaise de pied ferme. Le train arrive avec un peu de retard et les voyageurs commencent à descendre de voiture. Vacanciers et travailleurs se mélangent sur fond de roulement de valises. Certains hésitent, cherchant des yeux l'issue la plus proche. D'autres se dirigent d'un pas assuré vers les escalators. Au bout de 2 minutes, Boxani aperçoit une natte blonde dépassée d'un chapeau de paille.
Il s'agit bien de la Hollandaise qui tente de se fondre dans la foule, cachée derrière de larges lunettes de soleil noir. Elle porte un panier en osier dans sa main droite et un sac en papier dans sa main gauche. Au signal du capitaine, les policiers appréhendent la jeune fille qui n'oppose aucune résistance. Elle est conduite au commissariat. L'enquête. Lorsque Boczany demande à la jeune fille de lui montrer ce que contiennent ses sacs, elle se plie volontiers à sa demande avec un zèle exagéré. Pour le narguer, elle renverse tout le contenu de son panier et de son sac sur la table de la salle d'interrogatoire. Le capitaine découvre pêle-mêle un maillot de bain, une serviette de plage, des mouchoirs en papier, une boîte de préservatifs, 2 paquets de cigarettes, un téléphone portable, une brosse à cheveux et quantité d'autres objets insignifiants. Bien sûr, aucune trace de la marchandise. Ainsi que l'avait deviné le capitaine Mercier, la Hollandaise avait repéré les policiers à ses trousses à Paris et avait réussi à les semer en montant in extremis dans le train pour Metz. Elle a donc pris soin de se séparer de son précieux chargement au cas où la police la retrouverait. S'est-elle débarrassée de la drogue à la gare de l'Est ou dans le train ? Boczany l'ignore. La brigade canine se charge actuellement de fouiller le TGV, mais de toute façon, quel que soit le résultat des recherches, pour l'instant, la priorité n'est pas de retrouver la drogue, mais plutôt de savoir à qui la Hollandaise devait remettre la livraison. Le capitaine Mercier a expressément demandé à Boczany d'essayer d'obtenir des informations de la jeune fille le plus vite possible, avant que ses contacts ne réalisent qu'elle s'est fait prendre et ne décident de changer leur plan. Boczany mise sur la jeunesse et la vulnérabilité de la jeune toxicomane, dont les joues semblent, dans la réalité, encore plus émaciées que sur la photo, pour obtenir rapidement des informations concernant les dealers. Il lui certifie que, si elle coopère, aucune charge ne sera retenue contre elle, compte tenu de son jeune âge et du rôle mineur qu'elle occupe dans le réseau. Aucune charge, vous dites ? Aucune. La jeune fille se montre malgré tout réticente. Vous savez, explique-t-elle, ces gars-là ne sont pas des enfants de cœur. J'ai peur qu'ils me butent s'ils réalisent que je les ai vendus. Je suis certaine qu'ils n'hésiteront pas. Je vous placerai sous surveillance policière jusqu'au procès. Vous n'avez rien à craindre. Bon. Ok. Je vais vous dire ce que je sais. À la bonne heure, s'exclame Boczany en sortant son carnet et son dictaphone numérique. La jeune Hollandaise, qui dit s'appeler Stella Van Houten, commence à parler, tandis que le capitaine mordit ce qu'il reste de son stylo. Je ne connais pas les hommes qui m'emploient. Ils m'ont donné ce téléphone portable. Elle désigne l'appareil qui se trouve sur la table avec le reste du contenu du panier. Et ce sont eux qui m'appellent. Moi, je ne peux pas les joindre. Ils doivent normalement me contacter à 20h ce soir pour me communiquer les adresses de livraison. C'est tout ce que je sais. C'est tout ? C'est un peu léger, sa jeune fille. Je doute que cela suffise à convaincre un juge de vous accorder l'immunité. Je me vois donc dans l'obligation de vous envoyer en cellule pour le moment. Bon, ça va. J'en sais peut-être un peu plus que ce que je vous ai dit. Alors reprenons. Pour qui travaillez-vous ? Je vous l'ai dit, je ne connais pas leur nom. Bon, en réalité, je les ai rencontrés une fois. C'était dans l'arrière-salle d'un bar à Amsterdam, la Tulipe. Mais je n'ai pas vu leur visage. Ils portaient tous des cagoules. C'est déjà mieux. Mais encore, je dois rencontrer 4 dealers. Je ne connais pas leur nom à eux non plus. Les commanditaires utilisaient des pseudos quand ils parlaient d'eux. Quels sont ces pseudos ? Pikachu, Pokémon, Casimir et Rantanplan. Vous vous moquez de moi ? Pas du tout, capitaine. Je vous jure que c'était ça. Soit. Et donc, vous n'avez pas encore les adresses de Pikachu et toute la bande ? Non. Je les aurai tout à l'heure, comme je vous l'ai dit, par téléphone. Mais à un moment, alors que mes employeurs croyaient que j'étais aux toilettes, je les ai entendus discuter entre eux. J'ai tout écouté. Je me suis dit que ça pourrait toujours servir. La preuve que j'ai bien fait. Je vous écoute, dit Boczany en pensant que cette petite était décidément futée. Ils se transmettaient des adresses avec des noms de rues.
Corbeaux, pommiers et autres noms d'arbres, probablement celles de mes futurs contacts. Je n'entendais pas tout et je n'avais rien pour noter, mais j'ai bien compris qu'il était question des numéros 2, 25, 30 et 51. C'est tout ? Non. Sans me tromper, je peux aussi vous assurer que Pikachu n'habite pas dans une rue au nom d'oiseau et qu'il n'est ni au 25 ni au 51. Celui qui habite rue des Oliviers n'est pas au 25 ni au 30 et n'est pas Rantanplan. Casimir habite au numéro 2, mais je ne sais pas dans quelle rue. En tout cas, pas rue des Oliviers. En revanche, je n'ai pas entendu clairement qui habite au 25 rue des Cerisiers. Il est 19h32, Stella Van Houten suggère au capitaine de lui rendre son portable et d'attendre l'appel de ses employeurs pour, affirme-t-elle, lui faciliter la tâche et obtenir ainsi des adresses complètes. Mais Boczany se méfie. La jeune fille semble très maligne. Elle n'a rien à perdre et pourrait très bien jouer un double jeu avec lui. Craignant une entourloupe, il décline donc la proposition de peur qu'elle ne parvienne à faire comprendre à ses interlocuteurs qu'elle s'est fait arrêter. Ceux-ci pourraient alors prévenir les dealers de l'arrivée imminente de la police et toute l'opération tomberait à l'eau. Si la jeune Hollandaise est déçue par ce refus, elle n'en montre rien. Le capitaine la remet entre les mains d'un officier de police et part s'enfermer dans son bureau. Comme il l'avait pressenti, les propos recueillis sont un peu confus et décousus. Mais, grâce à son sens aigu de la réflexion et de la déduction, il ne tarde pas à mettre de l'ordre dans les informations obtenues et à associer correctement chaque adresse à un revendeur de drogue. Et vous ? C'est vrai ça, et vous ? Allez-vous aussi être capable de remettre ensemble toutes ces données et donc de trouver les adresses communiquées par finalement cette très coopérative hollandaise ? Alors, à très bientôt pour la solution de cette énigme et aussi pour d'autres lectures. Et attendez un petit instant avant de partir, bien sûr, si vous avez aimé, pensez à liker, à partager, c'est très important. Si vous aimez mes vidéos, pensez à les partager, à les faire connaître et abonnez-vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures.